Avant la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières vidéos. Si vous souhaitez voir un cas ou un sujet couvert par Paranormally Listed, alors rendez-vous sur paranormallylisted.com et remplissez le questionnaire sous l'onglet « Suggérer un cas ». Numéro 3. La Banque de Saba. La disparition du bateau de plaisance Saba Bank est fermement gravée dans le folklore du triangle des Bermudes. Mais même si vous n'êtes pas enclin à l'inconnu, comme on dit, vous devez admettre que la disparition du yacht titille toujours les endroits agréables quand il s'agit de véritables crimes non résolus. Voici ce que nous savons. C'était un beau dimanche sans nuages, le 10 mars 1974 aux Bahamas. Dans un slip, un Yacht Haven Marina de la National Aeronautics and Space Administration était assis sur la Saba Bank, un tout nouveau cruiser de luxe de Fever de 54 pieds. Avec une étiquette de prix de 300 000 $, soit environ 1 800 000 aujourd'hui, le bateau avait tous les gadgets en matière d'équipement d'urgence. Faisceau de localisation radio, centre radar, radeau de sauvetage autogonflant, canot à moteur, tout le nécessaire, et à peu près tous les types d'antennes de radio disponibles à l'époque. Le skipper Cyrus Zettner se sentait assez confiant lorsqu'il a quitté la marina ce dimanche avec ses amis Elliot Cohen, John Tursino et Raphaël Kaplan pour donner un coup de main. Bien que Zettner ne possédait pas le yacht, il appartenait au cousin de Raphaël, Manuel Kaplan. Il connaissait bien son ami et les eaux de leur trajet de 125 miles au nord-est depuis Coconut Grove en Floride. Ce devait être le premier et dernier voyage de la Banque Saba. Quand le bateau n'a pas atteint la marina de Dinner Key en Floride 2 semaines après, Manuel a contacté la garde côtière. Malgré les balises de localisation à bord, aucune trace du navire n'a été trouvée dans les jours suivant sa disparition. Puis, 13 jours après avoir quitté le port des Bahamas, une marina de Miami a déclaré avoir reçu un message radio de Tariq Hino à sa famille, leur disant qu'il allait bien et de ne pas s'inquiéter. Quelqu'un a plus tard signalé avoir vu le Saba Bank et son équipage de 4 hommes en Jamaïque. Mais rien de plus n'a jamais été prouvé. La garde côtière a entrepris une recherche en conjonction avec le service de sauvetage aérien des Bahamas. Mais la recherche a été interrompue le 26 avril. Comme l'a dit un porte-parole de la garde côtière au Miami News, nous avons consacré beaucoup de travail à localiser ce navire sans résultat. Des prospectus ont été affichés dans de nombreux ports de plaisance de Floride. Manuel Kaplan, le propriétaire du yacht, offrait une récompense de 2 500 $ pour des informations. Il l'a ensuite augmenté à 25 000 $. Il n'y a eu aucun preneur, mais beaucoup de théories. La première, bien sûr, est le mauvais temps. Cependant, aucun orage n'a été signalé dans la zone et l'itinéraire du yacht a conduit les 4 hommes le long de la côte dans pas plus de 50 pieds d'eau. Même si elle a coulé, les sauveteurs auraient pu voir les restes submergés depuis les airs à travers les eaux cristallines des Caraïbes. Finalement, une histoire a émergé spéculant que la Saba Bank était la cible d'une sorte de fraude à l'assurance. Ils ont souligné que ce type de fraude pourrait expliquer pourquoi une compagnie d'assurance, Lloyd's of London, a refusé de payer Manuel Kaplan lorsqu'il a soumis sa réclamation, mais en vérité, Lloyd's refusait de payer parce qu'elle en avait le droit, car la police d'assurance de Manuel Kaplan ne comportait aucune clause pour la piraterie. Dans les années 1970, des dizaines de yachts de luxe ont disparu dans les Caraïbes. Le journal Miami Herald a compté pas moins de 44 bateaux qui avaient disparu entre 1971 et 1977. Beaucoup de ces disparitions ont été joyeusement attribuées au triangle des Bermudes qui a connu sa plus grande popularité pendant cette décennie. La garde côtière ne croyait pas que le bateau avait disparu mystérieusement dans le triangle des Bermudes. Un porte-parole de la garde a déclaré au Orlando Sentinel que les explications surnaturelles des catastrophes en mer ne les impressionnaient pas. Au moins 2 bastions des lettres des années 70 étaient enclins à être d'accord. Le premier était le journaliste full merde Jack Anderson, l'un des journalistes sur la liste des ennemis de Nixon, et le second était le futur romancier floridien Carl Hiaason. Maintenant, principalement connu pour ses livres néo-noirs, à l'époque, Hiaason était un journaliste d'investigation pour le Miami Herald.
C'est le journaliste que nous avons mentionné qui a compté 44 yachts disparus sur une période de 7 ans et son reportage a attribué les disparitions directement aux épaules des pirates, spécifiquement des trafiquants de drogue. Dans une enquête publiée en 1977, Hyacinthe a ajouté la Saba Bank à la liste des croiseurs de luxe disparus tels que le Feisty, la Pirate Lady, le Hédoniste et le Seawind, tous soupçonnés d'être des victimes de détournement. Jack Anderson a rapporté que la nuit précédant le départ de la Saba Bank, des officiels de la Drug Enforcement Administration dans la marina ont repéré 2 trafiquants de drogue connus traînant autour de la marina, près de l'endroit où la Saba Bank était amarrée. Apportant une étrange ambiance des années 70 à Pirates des Caraïbes. Blagues à part, ce qui est souvent perdu dans le récit de l'histoire de la théorie du triangle de la Saba Bank ou non, c'est le très lourd tribut humain. La femme de Raphaël Kaplan, Jan, a dit au Miami News en 1974 « C'est très stressant pour nous tous. Beaucoup de familles sont très bouleversées. » Elle a ajouté, sans y être invitée, qu'elle avait entendu parler du triangle du diable. Deuxième Cayo Maru numéro 5. Alors que la tradition occidentale a le triangle du diable, l'édition orientale a sa propre version du Vortexville appelée le triangle du dragon. Selon la légende, en 1274, le conquérant mongol Kublai Khan et une flotte de navires ont mis les voiles pour envahir le Japon. Lorsque la marine est entrée dans le triangle du diable, presque tous les navires et environ 44 000 soldats ont coulé. On pensait que le triangle protégeait la nation insulaire des envahisseurs jusqu'à ce qu'ils se retournent contre les Japonais. De 1949 à 1954, le pays était à court d'explications pour la perte de 10 navires de pêche et militaires en mer. Ils ont donc commencé à étudier ce triangle des Bermudes du Pacifique pour voir quel pourrait être le problème. Le 24 septembre 1952, les autorités du bureau hydrographique ont lancé un navire de recherche appelé le Cayo Maru No, 5 pour entrer dans le triangle du dragon et rapporter ce qu'ils ont trouvé. Il n'a jamais fait de rapport. Les enquêteurs étaient en perplexe, la mer était calme et la météo clémente. Bien que le Cayo Maru ait à bord 150 tonnes d'huile, il n'y avait pas de nappe de pétrole à la surface de l'eau. Il n'y avait également aucun SOS radio. 22 membres d'équipage et 9 scientifiques étaient en présumé perdus en mer. Les années suivantes, des théories sont apparues sur le destin du Cayo Maru et de son équipage. A-t-il été heurté par un grand navire militaire américain en pleine nuit? A-t-il été torpillé par un sous-marin soviétique, tiré vers le bas par un calmar géant? Un magazine a supposé qu'il avait été coulé par des extraterrestres vivants sur le fond marin dans une base alien. Sans véritable réponse, le gouvernement japonais a mis en quarantaine la mer du Diable pour les navires océaniques de tout type, ce qui a rendu les choses un peu difficiles pendant un moment, étant donné que la zone n'est qu'à 100 km de Tokyo. Cependant, les examens modernes du phénomène ne tendent pas à se concentrer sur les tempêtes à la surface, ou les calamars géants ou les accidents maritimes. Au contraire, ils s'enfoncent en dessous où une activité volcanique a été enregistrée sur le plancher océanique ou sur les îles de Nambo-Bonin. En 1987, un rapport du New York Times a révélé qu'au moment de la disparition du Cayo Maru, une île à 75 miles au nord de sa dernière position connue avait enregistré un événement de marée ou tsunami dans la région très probablement causé par un volcan sous-marin. Les conditions agitées de l'océan dans cette zone pourraient-elles être attribuées à des éruptions et à des événements sismiques en dessous? L'auteur Larry Kuzik le pense. En 1995, il a écrit un livre intitulé « Le mystère du triangle des Bermudes résolu » dans lequel il attribue le naufrage du Cayo Maru à ce volcan sous-marin enregistré en 1952. Contrairement à de nombreux navires disparus sans explication, le Cayo Maru a finalement été retrouvé. Enfin, des morceaux de celui-ci. Bien que la découverte ait mis fin à certaines des théories les plus folles, elle n'a pas réussi à éliminer totalement une raison fondamentale du naufrage en premier lieu et la perte de ses 31 âmes. Numéro 1, le United States Ship Cyclops. Il a coulé? C'est évidemment la première réaction face à la disparition d'un navire en mer.
Mais les circonstances entourant la mystérieuse disparition de l'United States Ship Cyclops en 1918 méritent certainement un examen plus approfondi. Le Cyclops était un navire charbonnier de ravitaillement en service au plus fort de la Première Guerre mondiale. Il livrait carburant, charbon, minerais et courriers vers différentes destinations américaines, ports d'escale navale. Dans sa pose, il y avait 3 États-Unis. Des soldats emprisonnés, condamnés par une cour martiale, étaient transférés aux États-Unis pour purger leur peine à perpétuité. 2 douzaines de prisonniers de guerre allemands étaient également confinés dans les ponts inférieurs. Ces prisonniers s'ajoutaient au total de 309 hommes à bord lorsque le Cyclops a quitté le port de la Barbade le 4 mars 1918 en route pour Baltimore, Maryland. On ne l'a plus jamais revu. Même un siècle plus tard, il reste la plus grande perte de vie non combattante aux États-Unis. Dans l'histoire navale, il n'y a eu aucun message de SOS capté nulle part. Pendant une recherche massive du navire, aucun débris n'a été trouvé à la surface. Et il n'y a eu aucun canot de sauvetage lancé, aucun corps n'a jamais été récupéré et rien n'a jamais échoué sur le rivage, pas un seau en bois, pas un gilet de sauvetage en liège. Les recherches modernes du navire sur le fond de l'océan sont également restées vaines. En 1968, un plongeur de la marine a affirmé avoir trouvé l'épave, mais n'a pas pu la localiser lorsque la marine lui a demandé de la montrer. Dans les plus de 100 ans depuis sa disparition, diverses théories ont été avancées sur le sort final du Cyclope. On a d'abord accusé la cargaison. Lors de son dernier voyage, le Cyclope avait pour mission de transporter du minerai de magnésium utilisé dans la fabrication de munitions. Une théorie stipule que pendant les hautes mers ou une tempête, la cargaison a bougé, ce qui a fait pencher le navire et finalement coulé. Mais un ancien marin du Cyclope, qui a débarqué à son dernier port d'escale, a déclaré que la charge n'aurait pas été suffisante pour affecter l'équilibre du navire. Cependant, ce survivant, Konrad Nervig, a écrit en 1969 qu'il aurait été possible que le minerai ait été stocké de manière incorrecte car, a-t-il dit, l'officier en charge de la cargaison avait également été jeté dans la prison par le capitaine du navire, George Worley. Le désaccord entre l'officier et le capitaine était trivial au mieux, mais Worley l'a néanmoins confiné dans la prison pour la durée du voyage. Plus tard, il a été découvert que lors de ses affectations avant le Cyclope, Worley faisait régulièrement arrêter et emprisonner ses officiers pour des infractions mineures. Cela nous amène à une autre théorie, la mutinerie. Nervig se souvenait du capitaine Worley comme étant peu amical, rude et excentrique. Le jour de la nuit, le commandant sortait dans la prison vêtu de son long sous-vêtement et de son chapeau derby enjoué. Avec sa canne ornée, il aboyait des ordres absurdes à l'équipage avant de retourner dans sa cabine. Worley était également un navigateur notoirement médiocre, mais malheur aux soldats qui remettaient en question ses ordres. Worley a même une fois fait exécuter un officier sur le pont pour désobéissance. Ces hommes détestaient apparemment servir sous ses ordres. Le dernier ordre du capitaine aurait-il pu aller trop loin ? L'équipage du Cyclope avait-il pris le contrôle du navire, le menant finalement à l'infamie ? Peut-être que le capitaine fou a commis un grand vol du Cyclope, embauchant le navire pour son usage personnel. Dans les jours précédant son départ des Bermudes, Worley a surpris la marine avec une demande inhabituelle de charbon et de nourriture supplémentaire, bien au-delà des besoins pour un trajet aussi court vers Baltimore, États-Unis. Le consul Brocos Livingston a accordé la demande ne serait-ce que pour arrêter Worley de le harceler. Après avoir quitté le port, un navire de patrouille britannique passant le Cyclope a noté qu'il était à des kilomètres hors de son parcours et a insisté pour le ramener à son bon parcours. Cela s'est produit 2 fois en 24 heures, la veille de la dernière apparition du Cyclope le 9 mars 1918. Une autre plongée profonde dans l'histoire a révélé que George Worley est né George Wickman en Allemagne. L'un des passagers Very Important Person, Alfred Gottschalk, le consul général de Rio de Janeiro, était notoirement pro-allemand. Le capitaine et le consul général avaient retourné leur veste pour livrer personnellement le Cyclope et son minerai de magnésium aux Allemands. La femme de Worley, harcelée par la presse sur cette théorie, a fait un plaidoyer passionné, affirmant que son mari avait été un United States, officier naval pendant 28 ans. Elle a insisté sur le fait qu'il détestait l'Allemagne. Mais revenons au minerai de magnésium. Pendant une guerre mondiale, c'était un cargo précieux, utile à l'effort de guerre.
Une théorie postule qu'une équipe des forces spéciales allemandes a embarqué, tué l'équipage et pris le contrôle du navire, l'amenant en Allemagne. Ce pays a immédiatement nié cela, et il n'y a aucune preuve que le Cyclope y ait jamais été trouvé. Quant à la théorie selon laquelle le Cyclope a été torpillé par un sous-marin allemand, United States, les renseignements américains pour le mois précédant la disparition n'ont signalé aucune présence navale allemande dans la zone où le Cyclope a disparu, et il n'y avait aucun rapport de champ de mine dans la zone. Cela nous amène à une autre théorie, le redouté triangle des Bermudes. Le dernier voyage connu du Cyclope a conduit directement à travers cette zone mortelle infâme. Le 14 juin 1918, les États-Unis. La marine a déclaré le Cyclope et son équipage perdus en mer. Un an plus tard, un plagiste a trouvé une bouteille en liège sur une plage de Long Island, New York. En débouchant le liège, l'homme a trouvé une note enroulée, un message dans la bouteille qui disait que le Cyclope était sain et sauf et indiquait ses coordonnées pour l'emplacement. Pour sa part, la marine a jugé que la note était un canular et n'a même jamais pris la peine de la vérifier. Les coordonnées du message n'ont jamais été rendues publiques. La position officielle américaine d'aujourd'hui, la marine, est que la disparition du navire a été, je cite, l'un des mystères les plus déconcertants dans les annales de la marine. Toutes les tentatives pour la localiser se sont avérées infructueuses. Fin de citation. Merci d'avoir regardé, en espérant que cela vous a plu. Si vous l'avez trouvée intéressante, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous êtes nouveau, consultez notre autre chaîne, Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vrais. Vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube Criminally Listed. Nous avons aussi un podcast appelé Criminally Listed présente Into the Killing sur les affaires non résolues qui ont finalement été élucidées. Retrouvez-le sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et toutes vos plateformes de podcast préférées. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.